Ce logo, vous le connaissez tous, il a certainement bercé votre enfance pour la plupart puisqu'il s'agit du logo de DreamWorks, dont la branche animation est un des studios les plus importants dans ce domaine, et principal concurrent de Disney Pixar. Et avec la sortie prochaine de Dragon 3 au succès quasi certain, DreamWorks nous prouve qu'il possède encore une base de fans importante grâce à plusieurs sagas à succès implantées dans la mémoire des spectateurs. Sauf que cette période de félicité est plus ou moins relative, tout le monde la connaît, et aujourd'hui j'aimerais parler de la période qui l'a précédée, avant Dragon, avant Kung Fu Panda, avant Madagascar, avant même Shrek, car avant d'être l'antithèse de Disney, DreamWorks essayait plus ou moins de reproduire le style Disney en les mettant à leur goût, avec des films comme Fourmise ou Le Prince d'Égypte. Cette méthode ne portera toutefois pas ses fruits puisque après plusieurs lourds échecs financiers et face à des succès toujours plus retentissants côté Disney, DreamWorks change radicalement de technique pour passer à l'affrontement direct avec les studios aux grandes oreilles, méthode qui s'avérera beaucoup plus concluante comme le montrera l'énorme succès de Shrek et de ses suites. Et un des principaux responsables de ce changement de cap, c'est la route d'Eldorado, véritable gouffre financier qui fit perdre plus de 30 millions au studio et qui, de surcroît, reçut un accueil critique vraiment faible, ce qui plongea le film dans un oubli progressif pour n'être guère plus défendu que par ceux ayant vu le film étant enfant. Et n'ayant découvert la route d'Eldorado que l'année passée, j'ai décidé de me positionner en tant que spectateur plus objectif. Alors, que vaut le film ? Il est génial. Bon, la route de l'Eldorado, de quoi ça parle ? En 1815, à l'aube des grandes conquêtes de l'Amérique, nous suivons deux escrocs espagnols, Tulio et Miguel, qui gagnent lors d'un jeu de dés une carte menant à la mythique cité d'Eldorado. Embarqués par erreur sur un des bateaux de Cortés, puis naufragés sur les côtes d'Amérique du Sud, ils se lanceront à la recherche de la légendaire cité d'or Eldorado. Alors aujourd'hui, le film fait l'objet de nombreuses critiques sur son contenu. Il est notamment accusé d'être raciste. Le fait de montrer deux blancs considérés comme des dieux est assez mal passé. Mais il faut remettre les choses dans le bon ordre. Ce n'est pas le film qui considère les blancs comme des dieux supérieurs, c'est les personnages qui prennent Tulio et Miguel pour des dieux, et ce pour des raisons bien précises. Parce que sinon, les blancs ne sont pas particulièrement bien représentés. Il y a trois personnages blancs dans le film. Cortés, le méchant secondaire de l'intrigue, un conquistador impersonnel et effrayant, guidé uniquement par l'or et la conquête. Et Tulio et Miguel, qui s'ils sont extrêmement sympathiques, n'hésitent pas à voler, tricher et mentir. Un génocidaire notoire et deux escrocs. Ils sont beaux, les soi-disant dieux blancs supérieurs. Alors que de l'autre côté, à l'exception de Tsekelkan, l'autre méchant du film, les indigènes sont montrés comme amicaux, honnêtes et intelligents. D'ailleurs, Tsekel, chef Tanakok et Shell découvrent rapidement la supercherie, et pour les autres, rappelez-vous ce que leur dit Tanabok avant la cérémonie. Un beau sourire, faites semblant. Au départ, ils n'ont effectivement pas l'air ravis, jouant le jeu plus par crainte de Tsekel que par conviction. C'est après avoir connu Miguel mieux qu'ils se lieront d'amitié avec lui, sans se préoccuper de sa soi-disant divinité. Et pour ce qui est de l'or, ils ne l'ont pas volé, c'est un cadeau des habitants d'Eldorado. Alors oui, ils se sont fait passer pour des dieux pour l'avoir, mais comme je l'ai dit, au final, leur statut de dieu n'a pas la moindre importance. Ils leur auraient donné cet or, dieu ou pas, car de toute façon, de l'or, ils en ont bien plus qu'il n'en faut. Il y a carrément toute une scène où on les voit littéralement jeter de l'or par la fenêtre. Au final, c'est comme prétendre voler de l'eau à un lac, c'est débile. Et pour finir avec cette histoire de dieu, faut pas oublier que ça s'est vraiment passé dans un sens. Quand Cortés et les autres conquistadors sont arrivés en Amérique, certains Aztèques ont cru qu'ils assistaient au retour de leur dieu Quetzalcoatl, comme annoncé dans leur mythologie. Mais on va arrêter de parler de polémiques débiles et on va parler plus spécifiquement du film. Les deux personnages principaux, Miguel et Tulio. Tulio et Miguel. Les deux personnages sont incroyablement sympathiques et attachants. Déjà individuellement, ils ont chacun leurs défauts, leurs qualités, leurs traits de caractère qui les rend identifiables et sympathiques dès la première scène. Mais sinon, les deux ensemble, c'est encore plus incroyable. La perfection de l'alchimie entre eux est admirable. Toutes leurs interactions sonnent justes, leurs habitudes, leurs fausses disputes et certains échanges absolument délicieux. Oh, ce serait possible. Et ça l'est. C'est réellement la carte d'Eldorado. Toi, tu as bu de l'eau de mer. Rien que pour une minute, imagine que tu l'entendes. Qu'est-ce que tu pourrais te dire à propos de Shell ? Tulio, je voudrais que tu saches que je suis désolé pour cette fille à Barcelone. Ah oui, Tout sonne vrai et réaliste au possible. Qu'ils à ce point réussi à rendre ces personnages sympathiques sans deux acteurs pour interagir à la base, c'est assez exceptionnel. Mais de manière plus générale, tous les personnages sont réussis. Shell, Tanabok, Tsekelkan, tous font vrai, sont effrayants, inspirent de la sympathie, font rire, bordel, même le cheval est génial. Ils ont réussi à inventer Maximus de Réponse 10 ans avant Maximus de Réponse.
Et tant qu'on est sur les personnages, je vais vite parler du casting, et pas du casting original, mais du casting français, car je trouve le doublage français est un milieu qui mériterait beaucoup plus de reconnaissance, surtout quand il livre un aussi bon boulot. Pour tout ce que j'ai dit à propos de leurs interactions, il faut avouer que les performances de Antoine Decaune et José Garcia aident énormément à rendre Tulio et Miguel, tant leur voix et leurs répliques aident à donner une âme au personnage. Une grande barre de fer, avec une sorte de crochet au bout, d'accord? Oh, Miguel, tu parles un cheval? Jack Franz, voix habituelle de John Goodman, Mel Gibson et de Robert De Niro, donne ici sa voix imposante et rassurante à Tanabok. Tel est leur bon plaisir. Porter le tribut des dieux jusqu'à leur temps. Féodor Atkin, que vous connaissez surtout comme la voix de Jafar dans Aladdin, continue de nous prouver qu'il est incroyablement doué pour jouer des méchants et leur donner une classe et un aura absolument incroyable. Comme les prophéties l'annonçaient, le jour du jugement est enfin venu. Ris tant que tu le peux. Et vous n'êtes pas des dieux. Et le film se paie même le luxe d'avoir Dieu en personne, le grand Richard Darbois. Aujourd'hui, nous partons conquérir le nouveau monde. Pour l'Espagne, pour la gloire et pour l'or. Alors oui, il n'y a qu'une poignée de répliques dans le film, mais il y met tellement de poids et de force que c'est juste un pur plaisir à écouter à chaque fois. Mon équipage a été sélectionné avec autant de soin que les disciples du Christ. Et jamais je ne tolérerai de passagers clandestins. Vous serez fouettés. Et quand nous aborderons à Cuba pour nous ravitailler, si Dieu le veut, vous serez fouettés plus encore. Et deviendrez esclaves à la plantation de canne à sucre pour le reste de vos misérables vies. Embarquez-les. Génial. Cuba? Non content d'avoir d'excellents personnages très bien joués, le film est aussi très fun. L'humour y est très bien placé et fonctionne toujours à merveille, essentiellement parce qu'il passe beaucoup par la mise en scène. Le film nous offre plusieurs sketchs visuels parfaitement chorégraphiés. Les échanges comiques sont millimétrés et extrêmement précis pour avoir un impact maximal. Et à plusieurs endroits, le film se sert de bruitage pour appuyer certains gags. Attentivement. Attention, pas toucher. Bravo! Quel anneau? C'est Anne. C'est impossible! La réalisation est aussi très généreuse sur les visuels grandioses d'Eldorado et alentour, avec pour certaines images une volonté de ressembler à des peintures de l'époque, ce qui renforce le côté historique mythique du film. Le seul hic visuel, c'est les éléments en 3D dans la scène finale, qui ne s'incrustent vraiment pas très bien, mais à part ça, le film est techniquement irréprochable. Côté ambiance, La Route d'Eldorado est un putain de bon film d'animation aventure envoûtant au charme fou. Et même s'il est extrêmement fun, il ne se refuse pas quelques doses de sérieux, comme cette scène qui a dû traumatiser des millions de gosses. Ça demande plus de corps. Et quelques références pour adultes, comme ce petit détail de la scène d'introduction. L'histoire est très fluide, tout s'enchaîne correctement sans nous laisser le temps de nous ennuyer. Et surtout, le film ne nous prend pas pour des cons. Rien n'est surexpliqué et on ne croule pas sous les clichés. Rien n'est forcé, tout paraît logique et naturel. Et on va finir sur la musique, toujours dans l'idée de coller au style de Disney, le film est agrémenté de chansons originales, composées par Sir Elton John en personne, auréolé du succès de ses chansons dans Le Roi Lion. Elles ne sont pas toutes extrêmement utiles, mais certaines sortent du lot comme Le Chemin. C'est le chemin. Et pour ce qui est des autres compositions, c'est John Powell et Hans Zimmer qui s'y sont occupés. Alors, déjà que séparément les gars sont capables de choses incroyables, alors si vous les associez... Un thème épique et magistral pour accompagner ce film d'animation aventure grandiose. La Route d'Eldorado mérite une seconde vie, une nouvelle chance, un véritable bijou sous-estimé qui mérite beaucoup plus de reconnaissance. Découvrez ce film sans plus attendre, vous y trouverez un des meilleurs films d'animation que DreamWorks ait jamais réalisé.